en pleine fleur de l'âge, qui a pris la grande et grave décision de s'occuper des autres. Bourré de sens d'abnégation, docteur Mon Papa, que nous allons accueillir, a œuvré pour éradiquer des pandémies. En RDC, la grande pandémie d'Ebola, et ensuite à travers le monde, au Congo, partout et ici, pour éradiquer la pandémie de Covid-19. Maintenant, il a pris cette décision qui est grave de se mettre au service de son pays, au service de son peuple. Par amour de la patrie, il veut sauver un pays. Je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'énergie le docteur Dona Mon Papa. Docteur Mon Papa, s'il vous plaît. toleli mingi mibutuku mibale na mitano ya minyoko mpe ya bwale yawe ayoki milelo na biso atindeli biso mwana mboka Dr Mopapa mobikisi ya maladi ya Ebola mpe na coronavirus 2023 to voté Dr Dona Mopapa. Je vais vous demander d'applaudir encore très fort le docteur Mopapa qui est avec nous et nous allons nous permettre de laisser à cette équipe technique, comme dit la chanson, docteur Mopapa, sauvez-moi, sauvez le pays. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici pour écouter avec la direction journalistique de notre frère Kerwin Maïzo, le programme de société, le programme pour sauver tout un peuple qui va nous présenter le docteur Mopapa sous un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, merci. Kerwin Maïzo, s'il vous plaît, pour nous diriger. Nous l'encourageons, les plus grands des journalistes du Congo, en œuvre pour la partie. Trop d'honneur pour moi, des honneurs que je ne mérite pas. Au nom du docteur Mopapa qui m'a demandé de le faire, je remercie tout le monde. Veuillez vous asseoir. Au nom du docteur Mopapa, on vous remercie tous d'être là. Parce que ce soir, nous parlons d'un des pays les plus importants en matière de potentialité de l'Afrique. C'est la République démocratique du Congo, un pays de 105 millions d'habitants, dont 67% à moins de 20 ans. C'est un pays solution, comme on l'appelle, parce que c'est le pays qui contribue le plus à l'évolution de l'humanité. Lorsqu'on a inventé le pneu, le Congo a donné du caoutchouc et 10 millions de personnes, parce que le roi Léopold II a commis un génocide pour que les premiers véhicules puissent circuler dans le monde. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Congo a donné l'uranium, qui malheureusement a permis à fabriquer la bombe qui a été larguée à Hiroshima et à Nagasaki. Si cela n'est pas le seul facteur qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais cela y a aussi contribué d'une certaine manière. Bien que l'atome ne sert pas qu'à tuer les gens, ça sert aussi à soigner et à produire de l'électricité. Pendant la révolution technologique, avec tout ce qui nous entoure comme gadgets électroniques, les 70% des réserves mondiales de coltan qui se trouvent au Congo participent à l'évolution, à l'élévation et à l'épanouissement technologique du monde. Malheureusement, une guerre ourdie par des multinationales, à l'ère qu'il est, on parle de 10 millions de morts. Et les 10 millions de morts, c'est aujourd'hui, hein? C'est pas hier, c'est aujourd'hui. Les derniers morts, je crois, c'était hier. Et on nous parle maintenant des transitions énergétiques. Oui, on a besoin de cobalt. Et 80% des réserves mondiales de cobalt se trouvent encore au Congo. Et demain, la guerre sera écologique.
Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, de quoi nourrir plus d'1 milliard de personnes au Congo. Nous avons le deuxième poumon de l'humanité en superficie, la forêt équatoriale du Congo, mais le premier poumon en capacité d'absorption des gaz à effet de serre, 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an. Nous avons un des peuples les plus ingénieux de l'Afrique. 0,2% de la population française d'origine congolaise contrôle 40% de tous les streamings musicaux sur Internet. Ouvrez n'importe quelle radio FM. Tiakola, Gradure, Gims, Kamini, Zola, Dadju, Nino, Kobalade, Chai. Ils sont une quarantaine, pour ne parler que de ça. Donc c'est un pays qui est au centre de beaucoup d'enjeux. Et pour diriger ces pays, il faut les vouloir. Les élections dans ces pays, c'est tout un dossier. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a lutté contre une des maladies les plus horribles du monde, Ebola, victorieusement, qui a contribué à mettre en place des traitements pour lutter contre cette maladie, qui a un cursus scolaire, universitaire élogieux, depuis le Congo, 2 bacs, Université de Kinshasa, des études en Allemagne. C'est lui qui sauve des vies ici en France. Il va nous parler de son Congo. Le Congo qui constitue sa passion. Le Congo pour qui il s'est battu, où il se bat jour et nuit. Comment il voit le Congo demain? Le Congo qui sera un havre de paix pour les Congolais, pour les Africains et pourquoi pas pour l'humanité. Avant de continuer le programme, parce qu'il y a un petit film que l'on verra, à tout seigneur, tout honneur, les doyens de l'association des journalistes africains en France, M. Lancinet Camara, d'ailleurs, on aurait dû commencer par lui passer le micro, parce que le jeune que je suis, crime de lèse-majesté, prendre le micro devant les doyens, ce que j'aurais pas dû faire, je paierai une amende. Alors, je passe le micro au doyen. D'abord, il n'y a pas d'amende à payer. Il faut bien que les vieux passent la main aux jeunes. Alors, vous avez vu que le pape, dans sa sainteté, dans sa lumière, dans sa volonté d'apporter ce qu'on appelle un plus dans la recherche de la paix et contre l'assassinat massif des citoyens de la République démocratique du Congo. Le pape, aujourd'hui, appelle des pays comme le Rwanda, des hommes politiques mafieux comme Paul Kagame. Le pape leur dit d'arrêter ça. On ne peut pas, entre Africains, prétendre à l'unité africaine et venir prendre les matières premières comme le faisait hier Léopold II, c'est-à-dire que tout revenait à l'époque à la Belgique et rien pour les Congolais. Que Kagame s'inscrit dans cette lignée, honnêtement, c'est une honte. Le pape, aujourd'hui, a dit il faut arrêter ça. Alors, il y a comme par enchantement des élections en décembre prochain. Je puis vous dire qu'il y a beaucoup de candidats, en commençant par Tshisekedi, les Muzito, les Katumbi. Ce sont des gens qui se sont enrichis illicitement. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont toute la mafia internationale derrière. Et puis, si eux, ils n'ont pas pu sécuriser la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'ils ont, c'est que ce sont de faux patriotes. Donc, ce qu'il faut, en décembre 2023, c'est un homme nouveau, avec un esprit nouveau. Il faut que ce soit un bâtisseur, un patriote. Et vous avez vu sur l'affiche, on a mis qu'il y a du nouveau dans le paysage politique de la République démocratique du Congo. Ce nouveau paysage avec ce nouvel homme, il s'appelle
Dona Mupapa Kibadi. Le voilà. Je voudrais que partout, d'abord les journalistes qui sont là, je vous salue. Je vous salue parce que vous allez faire ce qu'on appelle une communication planétaire. Dire qu'aujourd'hui, il y a un nouvel homme qui sera candidat en décembre 2023 et que par pur patriotisme, par ce qu'on appelle le sursaut national, il faut voter pour Dona Mupapa Kibadi. Sans chercher quoi que ce soit. Je vous dis que quand les partisans de Katumbi me contactent, vieux, tu veux de l'argent, viens avec nous. Eh oui, il n'y a pas longtemps, je leur ai dit que ce n'est pas l'argent qui fait la valeur humaine. Et je leur ai dit que des gens comme les Lumumba, aujourd'hui, sont fêtés partout. J'ai dit aux représentants de Katumbi que des gens comme Amilcar Cabral, pour lequel nous nous sommes battus, le représentant de ce qu'on appelle le Négus est là, aujourd'hui, il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait que le patriotisme. Il y a l'avenue Amilcar Cabral aujourd'hui à Saint-Denis. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de force morale. Le débat sera sympathique, ouvert. Je salue surtout les journalistes, mais je salue d'abord les personnalités présentes. Il y a d'abord le Mali qui est représenté. C'est une conférence de presse panafricaine. Madame Malado, on vous applaudit. On vous applaudit. Elle est venue du Mali pour dire que je soutiens mon papa. Madame Joss, femme de communication. Oh, Otto Joss, lève-toi. Eh oui, nous allons nous battre avec elle pour qu'il y ait un boulevard Mireille Makeba ici, en France. Eh oui, le journaliste, comment il s'appelle encore, sympathique là, Macias, où il est? Le journaliste, lève-toi, qu'on te voit, même si tu es dans l'obscurité là-bas. Voilà, ça c'est un grand journaliste, il est dans Convergence. Et il va transmettre de manière tout à fait, je dirais, déontologique, tout ce que nous disons ici. Donc, il y a bien sûr les amis qui sont là, les amis de mon papa qui sont ici. Il y a la Côte d'Ivoire qui est représentée. Où est l'Ivoirienne? Voilà. Eh bien oui, même la Côte d'Ivoire veut qu'on vote pour vous. Tous les panafricanistes veulent qu'on vote pour vous. Donc, je ne vais pas être... Alors, surtout, Négus, le représentant de Négus. Eh oui, n'oubliez pas que le Négus a été le premier roi. Il était descendant du roi du Saba. C'est pas vrai? Voilà. Et son représentant est là. Donc c'est une conférence de presse où il y a trop de bénédictions. Un côté, le pape est là-bas, et le représentant de l'Église est avec nous. Qui dit mieux? Voilà. Alors, on lance le film. Voilà, il y a un film qu'on va lancer déjà pour ouvrir le débat après. Alors, on lance le film. Mesdames et messieurs, chers invités, chers compatriotes, Congolaises et Congolais, au moment où je prends la parole, à Paris, capitale de la France libre, dans notre pays, la République démocratique du Congo, la guerre est toujours présente. Depuis son évasion en octobre 1996 par les armées rwandaises et ougandaises. Cette guerre, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui l'a voulu. Cette guerre injuste d'occupation et de pillage des ressources minières de la République démocratique du Congo nous a été imposée par les régimes dictatoriaux, terroristes et génocidaires de M. Paul Kagame du Rwanda, soutenu par les forces étrangères. Depuis cette invasion de l'armée rwandaise RDF,
Notre pays, la République démocratique du Congo, est humilié, martyrisé. Les femmes congolaises sont violées. Les populations civiles sont massacrées. Les crimes des génocides et les crimes contre l'humanité sont répertoriés et bien documentés et reconnus par les experts de l'ONU, par le rapport Mapping et les derniers rapports de ces experts de l'ONU du mois de septembre 2022. Le monde entier est donc au courant de ces crimes odieux et barbares par la reconnaissance et l'octroi du prix Nobel de la paix de mon confrère, le docteur Denis Mukwege, en 2018. Mais malheureusement, pour la République démocratique du Congo, l'ONU, par sa mission, la MONUSCO, est incapable, avec 20 000 hommes, 20 000 soldats, sur les sols congolais, depuis 20 ans, de mettre fin à ces calvaires du peuple congolais. Ces massacres, cet enfer dure depuis plus de 25 ans. Dans l'indifférence de la communauté internationale et qui ne se mobilise pas, comme en Ukraine, pour aider financièrement et en armes la République démocratique du Congo. Bien au contraire, et paradoxalement, l'ONU, par le Conseil de sécurité, a mis en place ou a placé notre pays, qui est victime d'évasion d'une armée étrangère, sous le régime d'embargo d'armes jusqu'en 2022. Le bilan est très lourd. Nous avons dépassé la barre des 10 millions de morts des civils et plus de 10 millions de déplacés de guerre vivant dans des situations désastreuses par manque d'assistance adéquate et protection civile. Plusieurs questions me traversent l'esprit. À qui profite cette guerre injuste? Le régime de Kigali, au Rwanda, a-t-il encore l'essence de l'humanité et des droits humains? Comment, malgré tous ces rapports des experts de l'ONU sur les crimes des génocides, des crimes contre l'humanité retenus contre ces régimes de Paul Kagame, sont toujours restés lettres mortes? Pourquoi certains pays et organisations non gouvernementales continuent-ils à faciliter, à aider financièrement les régimes de Paul Kagame dans son entreprise ignoble de balkanisation et de pillage de nos ressources minières? Pourquoi la communauté internationale ne sanctionne-t-elle pas les régimes du Rwanda qui a envahi notre pays sous des prétextes fallacieux et des stratagèmes multiples, comme ils ont sanctionné la Russie de M. Poutine? Mesdames et messieurs, chers invités, chers compatriotes, Congolaises et Congolais, devant cette situation chaotique, des guerres permanentes, nous ne pouvons pas nous résigner. Je ne reconnais plus le Grand Congo, mon pays. Nous pouvons pleurer
les larmes ne servent à rien. Nous pouvons nous lamenter. Aucune lamentation nous aidera à nous en sortir du bourbier. Nous pouvons continuer à accuser les régimes de Paul Kagame ou la communauté internationale. Nous pouvons mettre en cause toutes les nations du monde. Nous ne pourrons jamais nous libérer si nous ne combattons pas nos agresseurs. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, à la terreur, le peuple congolais a répondu par l'affirmation de notre unité et notre cohésion nationale. Parce que nous avons compris et senti que c'est dans l'unité que se forge la résistance d'un peuple et d'une nation. Nous nous battrons ensemble contre des barbares qui viennent tuer nos enfants, nos parents, nos amis et violer nos mères, nos filles pendant plus de 2 décennies. Cette guerre, nous devons nous y engager totalement, sans retenue. Ils ont perçu nos faiblesses et nos doutes. Nous sommes dans l'obligation patriotique de gagner cette guerre, quelles que soient les conditions, jusqu'à la libération totale de notre pays, le Grand Congo. Notre victoire est impérative. Mesdames et messieurs, chers invités, chers compatriotes congolaises et congolais, l'année 2023 est une année électorale au cours de laquelle le peuple congolais est appelé à se choisir ses dirigeants capables de sortir notre pays de l'ornière. Ainsi, devant la stratégie du chaos et du mensonge, devant l'incapacité de nos dirigeants de mettre fin à ces drames que vit le peuple congolais depuis plus de 25 ans, je vous annonce ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo. Je vous annonce, disais-je, ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo, car j'ai une solution politique à cette situation. Comme médecin urgentiste et chasseur des virus, je compare ces fléaux à une épidémie virale meurtrière qui a causé plus de morts que le virus Ebola et le virus Covid-19. Elle affecte, ou elle a affecté et traumatisé le peuple congolais, le peuple rwandais, qui vivait en parfaite harmonie jusqu'à l'avènement de ces régimes sanguinaires et génocidaires de M. Paul Kagame. La guerre est au Grand Congo. Le problème est au Grand Congo. La solution aussi est aux Congolais de la trouver. Au moment où l'ONU et la communauté internationale sont tétanisés et se déclarent incapables de résoudre cette crise, et cette crise qui a été créée de toutes pièces pour piller et exterminer la population congolaise. Après observation et analyse de la situation sécuritaire du Grand Congo,
je suis convaincu qu'avec un grand sursaut d'orgueil patriotique, les 110 millions de Congolais sont capables de venir à bout de ces fléaux, en une seule condition, de faire table rase en rompant totalement avec ces politiciens corrompus et complices de ces drames congolais en plein XXIe siècle. Car, dit-on, ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais de mauvais chefs. Congolaises et Congolais, je ne crois pas au fatalisme ou à la fatalité. Alors, refusons ce que nous sommes devenus, un peuple esclave, esclave de la classe politique corrompue, qui ne change pas depuis la Deuxième République, esclave des vieilles recettes qui ne marchent plus. Nous sommes un peuple esclave. Nous voulons, dès à présent, redevenir un peuple grand et libre. Alors, ne nous résignons pas. Ne nous résignons pas devant cette guerre injuste. Ne nous résignons pas à ces responsables politiques de la Deuxième et Troisième République qui ont amené les Grands Congo dans les chaos depuis 60 ans. Ils proposent les mêmes idées, le même désordre, le même discours, alors que le peuple réclame du sang nouveau. Avant de terminer ma déclaration de candidature à la présidence de la République démocratique du Congo, permettez-moi de m'adresser à la communauté internationale ainsi qu'à l'Union européenne et aux États-Unis d'Amérique. J'appelle l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale de bien vouloir appliquer le même sanction économique au régime de Paul Kagame comme vous l'avez appliqué au régime de Poutine en Russie pour avoir envahi l'Ukraine car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vous demande d'apporter au peuple congolais de l'aide militaire et financière comme vous le faites en Ukraine. Je vous demande aussi de ne plus aider financièrement les régimes terroristes de Paul Kagame du Rwanda avec l'argent des contribuables européens. Je vous demande de ne plus croire aux mensonges de Paul Kagame et de son régime. Congolaises et Congolais, sachez que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quoi qu'il en coûte, nous gagnerons cette guerre économique et hégémonique pour la balkanisation de notre grand et riche pays, la République démocratique du Congo, par ces régimes moribonds de Paul Kagame qui nous l'a imposé. Nous ne céderons jamais, même 1 centimètre de notre terre. Nous disons non à la zone tampon. Nous disons non à la balkanisation de notre pays et nous disons non à la sous-traitance de notre sécurité intérieure par les armées de la communauté de l'Est africain, East African Community. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Congolaises et Congolais, lève-toi et guérissons le Grand Congo. Téléma Tobi Samboka, Téléma Tobi Kissa, le Grand Congo. C'est notre slogan. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'unité nationale, Banso Elongo et Longa Ezali. Mesdames et messieurs, chers invités, chers compatriotes, Congolaises et Congolais, au nom de ma famille, je vous remercie tous. Je remercie tous mes invités pour leur soutien et pour avoir disposé ces temps pour soutenir le peuple congolais. Je remercie Sa Sainteté le pape François, actuellement en visite en République démocratique du Congo, pour son soutien au peuple congolais et pour avoir demandé à toutes celles et ceux qui continuent à soutenir ces crimes odieux et ces génocides du peuple congolais. Il a dit, je cite, « Retirez vos mains sur la République démocratique du Congo. » Fin des citations. Je remercie ma chère épouse Gisèle Nzumba et tous mes enfants pour leur contribution à la réussite de cette conférence, car ils n'ont ménagé aucun effort pour préparer les calicots, pour préparer les t-shirts et préparer toute la documentation qui vous est présentée aujourd'hui. Je remercie tous les membres de la plateforme Téléma Tobi Kissa Congo qui nous suivent depuis notre pays, la République démocratique du Congo, et tous les membres qui sont dans la diaspora congolaise. Je vous présente maintenant les résumés de mon programme présidentiel quinquennal et une question me vient à l'esprit. Puisque beaucoup de compatriotes m'ont posé une question de savoir pourquoi vous vous présentez à cette élection présidentielle tout en sachant que les régimes actuels préparent une tricherie et un hold-up électoral comme en 2018. Mais je dois vous répondre cette question en vous disant que le Congo est à sa 4e élection présidentielle. Pour un bref rappel, en 2006, j'étais encore membre de l'IDPS. Le feu Étienne Tshisekedi était un membre, un cadre ici en Europe. Et l'IDPS avait refusé, avait boycotté ces élections. Et en 2006, vous avez vu, c'était une erreur grave, puisqu'il a laissé les champs libres à Kabila de tricher à ces élections. Puisque le peuple s'est senti trahi, c'est le peuple congolais veut les élections. Et ils vont massivement voter. Mais à chaque fois, ce peuple-là est déçu, puisqu'on leur donne l'occasion, où les dirigeants trichent ces élections. Mais au fur et à mesure qu'on avance, la tricherie devient difficile. C'est pourquoi nous avons vu, en 2011, Jean-Pierre Bemba qui avait gagné aux élections, Kabila a triché pour la 2e fois, et on l'a appelé deuxième faute pénalty. Et le 3e faux pénalty, que Kabila a encore fait, cette fois-là, il n'a pas pu imposer son dauphin qui était Chadari Ramazani, qu'il préparait justement pour le remplacer et pour continuer ses régimes.
Et puisqu'il y avait une dynamique qui s'est formée et le peuple a suivi justement la dynamique de l'opposition et qui s'est choisi un candidat, c'est Martin Fayulu. Mais malheureusement, M. Félix Tshisekedi avec Kamere ont organisé cette destruction de l'opposition, cette unité, et se sont présentés pour former ce qu'on appelait les caches, pour brouiller justement les cartes. Et vous connaissez bien les résultats, et malgré ça, le Kabila était contraint d'accepter un opposant aux élections et comme vainqueur. Donc il a proclamé Tshisekedi, mais vous savez très bien que c'est Fayulu qui avait gagné aux élections. Mais cette fois-ci, nous savons aussi que Tshisekedi est en train de suivre presque le même modus operandi et la même méthode de tricherie en plaçant à la tête de la CENI un membre de l'IDPS que je connais bien. Et il a aussi placé au niveau de la Cour constitutionnelle un de leurs. Mais Kabila l'avait fait à son tour. Mais il n'a pas pu imposer Ramadani. Donc, Tshisekedi, si tout le peuple se mobilise, il peut avoir moins de 10%. Puisque même dans son fief électoral, les gens sont mécontents. Ça, vous le savez. Donc, nous avons beaucoup de chances de gagner ces élections si on s'y prépare sérieusement. Et je vous apprends que la politique de la chaise vide profite toujours au dictateur ou à celui qui organise les élections. Donc, nous ne pouvons pas laisser carte blanche à ces régimes. Donc, il faudra participer à l'élection et le mettre, bien sûr, en porte-à-faux. Voilà la première question. Mais quant à mon programme se résume comme suit. Qu'est-ce que je veux et pourquoi je veux prendre le pouvoir ou diriger les Congos? Puisque je veux un grand Congo totalement pacifié, uni et rassemblé dans sa diversité et dans un seul idéal de vivre ensemble sans exclusion ni stigmatisation. Je veux un grand Congo et un grand peuple congolais dans la paix retrouvée et durable. Je veux une justice équitable pour tous et lutter contre l'impunité et les antivaleurs. Je vais mener une lutte impitoyable contre la corruption, le tribalisme, le régionalisme, le communautarisme et le détournement des deniers publics. Je veux un grand Congo réellement démocratique, respectueux des valeurs républicaines. Je veux un grand Congo restauré par sa coopération interrégionale et internationale. Je veux le respect de la souveraineté et la dignité internationale de notre patrie, la République démocratique du Congo. Mes priorités sont résumées en 20 points. Je vais citer le plus important. Instaurer une paix durable sur toute l'étendue de notre territoire national en assurant la sécurité des biens et des personnes. Faire une réforme profonde de l'armée nationale congolaise
moderne, bien équipée, dépouillée totalement des soldats étrangers, infiltrés, terroristes, génocidaires et traîtres. Faire la réforme de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la police municipale, de proximité, de services de sécurité intérieure et extérieure, afin de mettre fin aux divers phénomènes dits Kuluna, Ujana, Shege, enfants de la rue et de la délinquance juvénile. Je vais instaurer une formation militaire obligatoire de 2 ans à tous les jeunes Congolais dès l'âge de 18 ans pour la sauvegarde de la paix dans notre pays. Si tu veux la paix, prépare la guerre. En latin, civis pacem parabellum. Je vais instaurer la 4e République avec une grande réforme institutionnelle afin de créer un véritable état de droit avec des institutions fortes. Je vais renforcer l'autorité de l'État par une bonne gouvernance qui satisfasse les citoyens congolais. Notre pays a des atouts et les grands potentiels du secteur économique et industriel. Un grand marché intérieur de plus de 110 millions de consommateurs. L'existence de 80 à 100 millions d'hectares de terres arables favorables au développement agro-industriel. Une diversité des matières premières favorable au développement du tissu industriel national tel que la forêt, le bois, le pétrole, les coltans, le cuivre, le cobalt, l'étain, manganèse, uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, tungstène et des terres rares. Notre programme de développement durable de l'industrie nationale a pour objectif la valorisation de nos ressources naturelles, la transformation des produits manufacturés, agroalimentaires et agro-industriels en suscitant l'émergence des entreprises privées congolaises et attirer les entreprises étrangères spécialisées dans l'alimentaire. Transformer les produits agricoles et animaliers. Soutenir l'industrie produisant des machines et outils d'agriculture, des pêches et d'élevage. Des pièces de rechange, des engrais et autres intrants industriels utilisés pour l'agriculture. La création des zones économiques spéciales, ZES, par une mise en place d'une stratégie de création des zones économiques spéciales. La prospection d'entreprises de développement pour l'aménagement et la viabilité des ZES, la création des centres de formation aux métiers de l'industrie. Mise en place d'une politique de communication et de marketing efficace et efficiente en vue de la promotion des zones économiques spéciales. Le renforcement des infrastructures, des bases destinées au secteur industriel
augmenter la production de l'énergie hydroélectrique du barrage d'Inga et d'autres barrages et les énergies renouvelables. Faire passer un taux moyen d'accès à l'eau potable à 90% en 2028. Renforcer l'infrastructure des télécommunications, exploiter la position géographique de la République démocratique du Congo pour valoriser son rôle de pays de transit entre le nord et le sud de l'Afrique. Renforcement des capacités de production des PME et PMI locales et étrangères. Créer une banque d'investissement et de développement au service des PME et PMI. Participation active des PME et PMI locales dans les zones économiques spéciales à travers la sous-traitance, la co-entreprise et l'encouragement du Made in Congo. Construire des centres de formation professionnelle pour des PME et PMI. L'amélioration de la gouvernance du développement industriel. Créer un cadre législatif et réglementaire du secteur industriel. Doter les secteurs des organismes d'appui à l'industrialisation. La stratégie de financement de nos projets de développement. Comment nous allons financer notre projet? La dette publique de la RDC s'élève à 7 milliards de dollars. C'est vraiment insignifiant. C'est soit 15% du PIB national. Nos projets de développement nécessitent un budget quinquennal de 190 milliards de dollars. Dans l'optique de diversifier les sources de financement, nous optons pour les mix ci-dessous. Nous allons augmenter les recettes fiscales du pays par la réforme du régime fiscal national afin de contrecarrer les taxes GAB. Combattre l'évasion fiscale, la corruption et la fuite des capitaux. Assainir les systèmes judiciaires, améliorer la sécurité des personnes et de leurs biens, améliorer le climat des affaires. Le développement des investissements directs étrangers, en sigle IDE, nous allons faciliter la création des PME et PMI par un guichet unique pour les investissements nationaux et étrangers afin d'éradiquer la corruption qui entraîne une lenteur administrative et le découragement des investisseurs étrangers. Nous allons offrir des avantages fiscaux et des abattements douaniers au profit des investisseurs étrangers. Développer les pactes de concessions pour améliorer l'attractivité de la République démocratique du Congo. Nous allons assurer un climat général calme et propice au business. Nous allons mener une stratégie de marketing pour promouvoir l'image de notre pays qui est aujourd'hui très abîmé. Le développement des partenariats publics-privés.
Nous allons ouvrir les capitaux de certaines entreprises publiques aux investisseurs étrangers et nationaux par voie de privatisation. Nous allons augmenter les réserves d'or du pays dans l'optique d'améliorer les garanties souveraines et revaloriser notre monnaie, le franc congolais. Nous allons équilibrer la balance commerciale pour constituer et maintenir les réserves nationales en devises. Notre stratégie de développement du secteur agricole est décrétée priorité des priorités pour l'autosuffisance et l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la malnutrition. Nous voulons, par notre programme, de développer la production végétale, développer les productions animales, améliorer les conditions d'exercice de l'agriculture et de l'élevage. Nous voulons développer l'agroforesterie. Et nous voulons enfin améliorer la gouvernance de l'agriculture. Le développement du secteur touristique. Nous visons de construire et aménager les voies d'accès aux sites touristiques, car nous avons plus de 9 parcs nationaux avec une diversité de la faune et de la flore en République démocratique du Congo. Nous voulons construire des infrastructures d'offres touristiques et de loisirs. Nous voulons aussi viabiliser les secteurs et surtout sécuriser les sites touristiques, car les gens ne viennent pas visiter nos animaux, nos gorilles des montagnes qui étaient la propriété de la République démocratique du Congo. Ces grands gorilles des montagnes sont aujourd'hui présentés par le Rwanda et notre parc Virunga est présenté par d'autres médias et certains médias comme étant au Rwanda et invite les Occidentaux à aller visiter le Rwanda pour visiter les gorilles. Or, ces gorilles de montagne est une spécificité de la République démocratique du Congo, comme les bonobos et les okapis. Donc, ce sont des animaux qui ne se trouvent qu'au Congo. Donc, ces animaux ont été volés dans nos parcs nationaux. Nous voulons lutter contre la faim par l'autosuffisance alimentaire, par la création d'un secteur agro-industriel dans les 145 territoires de notre pays. Nous voulons lutter contre la pauvreté par des salaires décents et l'octroi des allocations familiales et des revenus minimums universels. Nous voulons faire la promotion de l'éducation de nos enfants par une école gratuite et obligatoire pour tous ou pour tous les enfants du Congo jusqu'à l'âge de 16 ans, comme en France. Pour lutter contre l'analphabétisation et développer les pays pour avoir une main-d'œuvre qualifiée. Nous voulons améliorer l'accès à la santé pour tous, de l'eau potable et de l'électricité et un logement décent par la création ou la réhabilitation de notre Office national des logements ONL qui existait, comme ce qui existe aujourd'hui ici avec les HLM.
Nous voulons enfin la suppression des visas d'entrée au Congo par tous les compatriotes congolais de l'étranger et l'octroi de la double nationalité à ces dignes fils du pays, naturalisés dans leur pays d'accueil afin de lutter contre leur exclusion et leur stigmatisation. Car ces fils, ces dignes fils du pays représentent une chance et une potentialité humaine non négligeable pour la République démocratique du Congo, qui manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée pour la renaissance et le décollage économique de la République démocratique du Congo. Pour une parenthèse, les Congolais naturalisés dans les pays d'accueil ne sont plus Congolais. Donc ils perdent leur nationalité en se naturalisant dans les pays d'accueil. Or, nous savons qu'en football, tous ces joueurs sont aussi naturalisés, mais ils sont acceptés à l'équipe nationale. Et les Congolais, pour se rendre dans son pays, né à Kinshasa, ou à Bukavu, ou à Lubumbashi, a besoin d'un visa pour aller dans son propre pays où il est né, où il est originaire. Ça, c'est une aberration et c'est très grave. C'est une injustice. C'est pourquoi je voudrais réparer ça dans la 4e République, que j'appelle de tous mes voeux. Voilà, mes chers compatriotes, chers invités et chers journalistes, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de presse, de mon allocution, de mon adresse et de mon annonce de ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo. Et je suis à votre disposition pour toutes les questions. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, cela se passe de tout commentaire. Maintenant, à vous la parole. Vous vous présentez, vous demandez la parole, vous présentez votre média et vous posez votre question. Pour les journalistes d'origine congolaise, vu que ça passe sur plusieurs chaînes YouTube, notamment la mienne et celle de Fabien Kouswanika, je vois Gisèle Oumba qui est là, il y a plusieurs chaînes YouTube, vous pouvez poser aussi vos questions en lingala. Si nécessaire, on va les traduire. Merci. Gisèle Oumba. Venir ici, il faut qu'on vous voit. Ah, là, vous ne voyez pas? Non, on n'a pas. Ouais, on a le micro. Oui, il y a un micro. Ah, mais là, vous m'attendez, non? Non, donnez le micro pour la salle aussi. Oui, moi, bonjour, je suis Gisèle Oumba, ma chaîne YouTube est Diamant Noir TV. Ma question à Dr Moupapa. Vous êtes aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle 2023. Qu'est-ce qui vous rassure que vous allez remporter les élections? Alors que une partie de la population dénonce la CENI est politisée par Félix Tshisekedi avec M. Kadima à la tête de cette CENI. Deuxième question, j'ai des questions. Deuxième question. Aujourd'hui, nous vivons une situation désastreuse dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont Kagame et ses M23 sèment la pagaille. Et aussi la famine qui ronge notre pays. Si vous êtes élu aujourd'hui président de la République, que pensez-vous résoudre en premier parmi les deux situations? Voilà mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Gisèle Oumba.
Je vous suis régulièrement sur votre chaîne Diamant Noir et je passerai, je vous promets, qu'on va organiser une émission pour que je puisse expliquer clairement aux Congolais en lingala, en langue nationale, pour que les gens comprennent les enjeux. Parce que j'ai dit que j'ai une solution. J'ai une solution puisque j'ai comparé ce qui nous arrive à une épidémie de virus inconnu, mystérieux. Mais nous avons la solution. Ce qui me pousse à aller aux élections, malgré que je sais que Tshisekedi utilise le même plan, le même recette de son prédécesseur, Joseph Kabila. Je vous ai expliqué tout à l'heure, en commençant à présenter mon programme, j'ai dit que beaucoup de Congolais m'ont posé déjà cette question. Donc j'ai voulu commencer par cela pour me poser cette question-là, puisque c'est une question qui m'a été posée à maintes reprises, et même certains combattants qui sont avec nous ici, c'est moi, je suis un combattant, commencé la lutte ici en 97, quand on a arrêté Étienne Tshisekedi, professeur Kalele et monsieur Olengankoy par Kabila Père. Donc nous avions commencé les manifestations ici et j'étais parmi les organisateurs. J'ai dit que nous avons, je répète un peu ce que je vous avais dit, que si nous n'allons pas aux élections, nous favorisons la tricherie. Puisque si 5% des électeurs, des fanatiques de M. Tshisekedi vont voter, il aura 100% de voix. Puisqu'on ne compte que le voix et ceux qui sont allés voter. Et on fait un pourcentage de 5%. Donc il va avoir 100%, 90%. Et nous avons boycotté, en prenant l'exemple du fait Honoré Rwanda qui disait en 2006 il ne faut pas aller aux élections, 2011 il ne faut pas aller aux élections, 2018 il ne faut pas aller aux élections. Et nous avons vu que l'IDPS en 2006 dit il n'y aura pas élection si l'IDPS n'est pas là. L'IDPS n'était pas là, il y a eu élection et Kabila a triché. Or, si Tshisekedi était parti aux élections de 2006, alors qu'il était en forme sur le plan physique et sa santé, il y avait Gizenga, il y avait Bemba, il y avait Kabila. Kabila n'allait pas gagner aux élections. Il ne serait même pas le deuxième. Ok? Donc, l'IDPS a favorisé la tricherie de 2006 en boycottant les élections de 2006. En 2011, l'IDPS participe à l'élection, tout le monde soutient Étienne Tshisekedi, et Kabila triche aux élections, puisque là, c'est passé en un seul tour. Puisque Kabila voyait déjà que Tshisekedi va venir, et il change la constitution et remet les élections en un seul tour. Donc Kabila est élu frauduleusement avec 30%. Il n'y a pas de deuxième tour. Donc il dirige le pays avec 30%. Tu vois. Donc il y a 70% contre lui. Et en 2018, l'opposition s'organise et désigne un candidat. Mais avant de désigner un candidat, il y a eu des candidats, beaucoup de candidatures. Et quand on avance, au fur et à mesure qu'on avance des élections, il y a une dynamique qui se crée. Mais il faut que les gens sachent le programme. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des candidats qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de livre-programme, comme ici en France, vous savez très bien.
Il y a des débats. Au premier tour, il y a des débats, deuxième tour. Pourquoi ça n'existe pas chez nous? Donc ces programmes que je vous ai montrés là, que je vous ai décrits, c'est un résumé de mon livre de 220 pages. J'ai décrit comment je vais résoudre la crise au Congo. Puisque je connais les problèmes et j'ai la solution. À votre deuxième question, donc nous devons aller aux élections. Tricherie ou pas, nous irons aux élections. Puisque si nous n'y allons pas, nous laissons les fanatiques de Tshisekedi l'élire à 100%. Voilà. Donc, si nous voulons que nos programmes soient suivis, il faudra que le Congolais comprenne et sache qui a un bon programme. C'est ce que nous devons faire prochainement. Voir quel est le candidat qui a le meilleur programme pour le développement de notre pays. Et ne pas voir quel est celui qui a beaucoup d'argent, alors qu'il a volé. Vous savez très bien qu'il y a parmi les candidats des gens qui ont volé, qui ont dirigé ces pays, qui ont même des conflits d'intérêts, qui sont devenus milliardaires, comme ça du jour au lendemain. Et ils sont candidats. Et les gens vont dire que c'est lui qui a plus de chances que moi, qui présente un programme détaillé. Mais non. Moi, je m'inscris en faux. Donc, je dois aller devant les Congolais, les expliquer et distribuer mon programme. Dire, voilà, cette fois-ci, vous avez des hommes sérieux, qui ont des programmes sérieux et qui veulent changer. Ils veulent renouveler la classe politique. Notre classe politique, vous la savez très bien, vous la connaissez. Elle est corrompue, elle est toxique. Elle accompagne. Et c'est elle qui favorise le sous-développement du Congo. C'est elle qui favorise la balkanisation. Ils sont comme des poissons dans l'eau, ils suivent l'eau. Hier, ils étaient avec Mobutu. Ce sont les mêmes qui étaient devenus kabylistes. Et aujourd'hui, ils sont des tshisekédistes. Quid de cette classe politique? Voilà, c'est pourquoi moi je me présente, puisque je suis un homme nouveau, j'ai des idées nouvelles, j'aime mon pays et je suis prêt à résoudre la question congolaise, puisque je la connais. J'ai combattu comme étudiant. Le journaliste Kerwin me connaît très bien depuis les campus de Kinshasa. Les étudiants qui combattaient contre Mobutu, en 80, j'étais parmi les meneurs de l'UNIKIN, l'université de Kinshasa. Et on a fait des combats en Ngaba. On appelait Ngaba 1, Ngaba 2, Ngaba 3. Et nous, on pensait qu'après Mobutu, la solution s'est retrouvée. Et non, c'est lui qui m'a dit d'ailleurs, hein, quand Afdel venait et que les gens applaudissaient, ce sont des libérateurs. Il dit non, ce ne sont pas des libérateurs. Nous entrons dans un cycle infernal. Et lui, il a vu net. Et tous les Congolais n'avaient pas vu, on dansait. Et il est encore là, le témoin qu'il est. Donc c'est vrai, aujourd'hui, les libérateurs d'hier sont devenus des génocidaires d'aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas laisser cette situation perdure. 25 ans, c'est trop. Et je vous ai dit que la communauté internationale ne bouge pas. Donc nous devons nous lever comme un seul homme pour sauver notre nation qui est en péril. Péril imminent. Alors, par rapport à la deuxième question, qu'est-ce que je vais faire en premier? Le peuple a faim. Le peuple est en guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai dit, j'ai fait l'appel de la communauté internationale pour qu'il arrête de soutenir financièrement les régimes dictatorial et terroriste de M. Kagame. Vous avez vu comment ils ont sanctionné la Russie. Kagame n'a pas d'argent. Nous savons très bien les richesses du Rwanda. Il n'y a que le thé et du café. Et une grande partie des cafés vient de chez nous, du Kivu. Donc, avec les cafés et le thé, il ne peut pas faire la guerre pendant 25 ans. Il ne peut pas acheter des stringers. Il ne peut pas acheter des missiles. Il ne peut pas continuer cette guerre. Donc,
si on coupe les finances des Kagame, la guerre s'arrête. Donc, d'abord, il faut la diplomatie, mais qui échoue déjà. Mais maintenant, la communauté internationale commence à se réveiller, mais ils ne sanctionnent pas. C'est pourquoi j'ai demandé les sanctions économiques. Et arrêter de financer ces génocidaires. Puisqu'aujourd'hui, après 25 ans, des dénonciations du peuple congolais, vous avez vu, tout le monde est mobilisé, et la communauté internationale se réveille enfin pour condamner. Mais ils condamnent seulement, timidement d'ailleurs, mais ils ne sanctionnent pas. Nous demandons maintenant des sanctions, et moi je réclame d'abord un tribunal pénal international pour le Congo. Et si ce tribunal international pour le Congo n'est pas acté par l'ONU ou par le tribunal de l'Haye, donc ce que nous allons faire, c'est organiser notre tribunal national, pénal national, quand je serai aux commandes de ces pays. Et tous les crimes contre l'humanité, tous les viols seront sanctionnés et les responsables punis conformément à la loi de la République démocratique du Congo. Voilà. Qu'est-ce que je ferai? Dans un premier temps, j'ai dit ici que tous les jeunes Congolais, à partir de 18 ans, doivent faire l'armée pendant 2 ans. Mais en 6 mois, nous pouvons déjà avoir un commando. Nous sommes 110 millions, avec plus de 40 millions de jeunes qui sont tous au chômage. Tous. Nous allons les enrôler tous dans l'armée. Comme disait Papa Wemba, c'est trop facile. 110 millions, vous pleurez pour un pays qui vous agresse, qui a moins de 10 millions d'habitants. Mais c'est grave, c'est une aberration. Ça ne se fait pas. C'est grave ce que nous faisons. Puisque jusque-là, nous n'avons pas combattu. Nous avons vu ce qui s'est passé à Kichanga. Ils n'ont pas combattu. Ils ont pris la ville, puisque le général qui était là, qui était complice, est parti avant que les assaillants arrivent. Il est parti en cortège. Pourquoi il est parti? Pourquoi il n'a pas combattu? Il y a trahison. Voilà. C'est ça, je dis. Si nous arrivons au pouvoir, nous allons arrêter tous ces généraux qui trahissent l'armée. Nous avons des militaires qui sont prêts, qui jurent d'aller combattre, mais qui ont des mauvais chefs. Il y a un d'ailleurs qui expliquait que nous étions en bonne position et on n'avait plus de munitions. Mais on demande de renforts. Le général n'envoie pas de renforts, il est à 30 km. Alors qu'ils étaient en train de repousser l'ennemi. Donc vous voyez, il y a en fait une trahison du commandement, de la chaîne de commandement. C'est ça. Et tant que nous aurons ces commandants qui sont issus de la rébellion et qui sont l'émanation de ces M23, ils étaient tous ensemble. Le M23, c'est quoi? C'est le RCD Goma, AFDL d'abord, RCD Goma, et CNDP, et puis M23 arrive. Et aujourd'hui, c'est M23 bis. Vous voyez, ce sont les mêmes. Leurs camarades sont à Kinshasa des généraux et des colonels. Alors, ils sont informés de toute la stratégie militaire. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est M. Kene Papi, chaîne YouTube de l'Obénafrique officielle. Moi, je ne sais pas si je peux appeler ça une question, mais normalement, je voulais avoir un peu d'éclaircissement. Déjà pour participer, c'est-à-dire pour postuler comme présidence de la République, je crois qu'il y a une somme que vous payez. C'est combien déjà? Je ne sais pas si vous savez plus que moi. 100 000. Alors, 100 000 $. Je voulais savoir déjà, monsieur, notre futur président, qui est derrière vous?
Oui, il ne faut pas rigoler, c'est sérieux. Parce que nous tous, nous savons. Monsieur mon papa, essaie un peu de nous éclaircir. Là, vous allez aux élections présidentielles, pendant que vous savez vous-même, ces mêmes questions que ma consoeur Gisèle avait posées, parce qu'on est vraiment bloqué sur ça. Vous allez aux élections présidentielles. Déjà, l'exemple de Martin Fayulu. Je ne sais pas si vous pensez aussi ce qui... c'est-à-dire, Martin Fayulu avait, comme on sait tous, Martin Fayulu avait remporté les élections. Mais à la suite, point d'interrogation. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que vous ne savez pas que, même si vous remportez aujourd'hui des élections, vous n'allez pas être président de la République? Alors, stratégie n'a eu Zanini par la suite. Merci. Merci, monsieur Papi-Guéné. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que la politique de la chaise vide profite à celui qui organise les élections en Afrique. Je vous ai aussi expliqué que Kabila n'a pas pu imposer Chadal. Donc, il a été en difficulté puisque le peuple et les opposants se sont organisés. Nous savons à chaque fois qu'il y a une préparation de la tricherie. Mais si vous laissez le pouvoir en place, organiser les élections et aller tout seul aux élections, ben, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et je vous dis sincèrement que si vous vous préparez, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a tricherie des élections? Il y a un groupe de Congolais qui refusent les élections. J'ai bien observé ça. Et quand ils refusent d'aller aux élections, et qu'il y a un candidat malheureux qui s'est fait voler, quand il revient en Europe, tous les combattants les suivent sur les Champs-Élysées ou à la place de la République et lui demandent de donner les go pour une révolution. Mais eux n'organisent pas la révolution. Ils demandent encore aux candidats malheureux d'organiser la révolution. Est-ce que vous ne trouvez pas ça paradoxal? Donc, pour vous répondre, ce que je vous dis, il faut aller aux élections. C'est là que vous allez trouver les failles du système et combattre, profiter de ces erreurs de l'adversaire pour récupérer les pouvoirs. Nous avons vu ces cas dans beaucoup de pays africains où il y a hold-up électoral, comme la Côte d'Ivoire. Gbagbo est allé aux élections, sachant que le général Gueye allait tricher. Et le général a triché. Mais il n'a pas dirigé. Puisque les Ivoiriens ont dit non. Vous comprenez, vous savez, vous connaissez cet exemple. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Même à Gambie, les dictateurs qui étaient là avaient organisé les élections et ils croyaient tricher. Et malheureusement, il s'est fait battre. Yaya Jammeh est parti. Il y a plusieurs exemples en Afrique. Donc nous ne pouvons pas laisser les régimes d'aujourd'hui qui étaient avec nous dans l'opposition faire la même chose que les régimes que nous avons combattus hier. Ça serait vraiment très grave. Et c'est pourquoi moi j'ai fait aux élections. Puisque je connais l'homme et je connais son jeu. Qui est derrière moi? Mais toi, tu es derrière moi. Le peuple congolais est derrière moi. Voilà,
Je n'ai pas d'autre personne derrière. C'est le peuple congolais qui sera derrière moi, qui est déjà derrière moi, puisque je vous dis que la dynamique, le phénomène Docteur Mopapa avance. Et Ezakoya, dans le pays, il y a Dona à Zakoya, il y a Dona à Télémi, avec les Congolais Nyons. Et tout le monde a dit que nous n'allons pas gaspiller de l'argent, mais je vous dis que le Congolais est mature aujourd'hui. S'il y a une révolution, il faut qu'il y ait une cause. Et qu'il y ait d'abord un élément déclencheur. S'il n'y en a pas, vous n'allez pas le faire. Puisque la preuve est là. Nous avons fait combien d'années en appelant cette révolution qui n'a jamais été réalisée, puisque même Fayoulou, à qui on avait demandé et donné le go, il a fait Angélie, et il y a eu moins de 1 million de gens dans la rue. Ils ont crevé les punais de sa voiture, il est allé au commissariat. Attendre qu'on puisse réparer les trucs. Et vous pensez que quel est ce peuple-là, jusqu'aujourd'hui, ne répond pas à cette révolution qui nous appelle tous depuis très longtemps. Et quelle est la solution aujourd'hui de ceux qui ne veulent pas aller aux élections? Quelle est la solution? Jusque-là, il n'y a rien. Donc voilà, la réalité, c'est que nous devons savoir que nous devons aller aux élections et profiter des erreurs de ces régimes pour justement récupérer les pouvoirs. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Moi, je suis décidé à aller aux élections, puisque aujourd'hui, les Congolais s'inscrivent massivement sur des listes électorales et ils ont leurs cartes. Ils vont aller aux élections. Que vous n'acceptiez ou pas, ils vont y aller. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, donc je pense que je t'ai répondu à votre question. Si je peux... Non, moi je ne suis pas vraiment satisfait à ma réponse. Je comprends très bien, vous avez raison. Satisfait parce que moi je voulais savoir, en fait, je veux en savoir plus. Vous allez aux élections, pendant que vous-même vous savez déjà que, même si vous remportez aujourd'hui. Donc là, jusque-là, je ne sais pas à quoi sert d'aller gaspiller l'argent, 100 000 $, pour que les autres profitent de ça. Je ne sais pas. Et tout... Oui. Bon, comme c'est une conférence de presse, ce n'est pas un jeu de questions-réponses. Je vais dire des débats. Oui. D'accord. Donc c'est William James de mondialtv.com. Donc ma question c'est par rapport à l'actualité de la visite du pape au Congo. Donc je voulais savoir en quoi la visite du pape peut-elle aider le pays à sortir de sa situation chaotique actuelle, au-delà des mots de retirer vos mains sur la RD Congo. Très bien. Ouais, merci beaucoup, Monsieur William. Je pense que nous n'attendons rien de ça, mais nous sommes contents du fait qu'au moins les langues se délient aujourd'hui, puisque tout le monde, comme je l'ai dit, tout le monde entier était tétanisé par le génocide du Rwanda et ont donné la carte, ont donné la permission à Kagame de tuer. Donc, et tout le monde fermait les yeux sur ce qui s'est passé au Congo, puisqu'il disait, oh voilà, ils ont été massacrés, ils ont été tués par les Hutus et tout ça. Moi, je donne l'exemple d'une maison d'un voisin dont les enfants se battent entre eux, et à chaque fois, les enfants de ces voisins viennent chez vous. Et c'est caché chez vous. Mais cette fois-là, les enfants du voisin, ils sont venus chez nous et qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à se battre, mais aujourd'hui, il n'y a plus de guerre entre eux et ils s'entendent pour piller notre maison, le Congo. Donc nous n'attendons rien du pape, mais simplement cette dénonciation
de l'Église catholique, qui représente au moins des milliards de fidèles qui suivent le pape, non, ces gens sont aujourd'hui, les chrétiens, sont informés de ce qui se passe au Congo, puisqu'il y avait l'omerta. Donc c'est ça, je félicite ça, puisque ils vont se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Et là, ils vont aller chercher, c'est sur Internet. Si vous voyez, vous tapez massacre au Congo, vous allez voir des images monstrueuses, très graves. Voilà, des gens coupés à la machette, des enfants égorgés. Et ça, c'est très, très grave. Et les gens ne suivent pas, puisqu'il y a... les médias n'en parlent pas souvent, puisqu'ils disent toujours que c'est une guerre de faible intensité. Et une guerre de faible intensité n'est pas médiatisée. Mais sauf que cette guerre de faible intensité a duré 25 ans et fait plus de 10 millions de morts. Voilà. Donc, nous n'attendons rien. C'est que le pape doit savoir, nous devons savoir que le pape, c'est aussi un président d'un pays, le Vatican, mais qui a une grande influence dans le monde. Ouais, donc, il peut influencer les politiques du monde pour que ceux qui soutiennent le Rwanda puissent retirer leurs mains. C'est ça qui est. C'est une métaphore. Ça, il faut le savoir. Voilà, merci. Pour compléter rapidement la réponse, Ousmane Sonko est dans la même situation que mon papa, même si les pays ne sont pas les mêmes. On a dit, Ousmane Sonko, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire... si Macky Sall s'en allait, tu seras le mauvais président. Mais le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mobilisé le peuple sénégalais, et cerise sur le gâteau, il leur a dit, puisqu'on dit que je n'ai pas d'argent, le peuple est avec moi, essayez de vous cotiser et de m'aider. Si vous suivez ce qui se passe au Sénégal, Ousmane Sonko est devenu très populaire. Et si demain, les élections se tiennent dans la transparence, je puis vous assurer qu'il va passer. Donc, mon papa est dans la même situation. Et sa réponse, quand il dit, le monsieur, vous êtes derrière moi, moi aussi, je suis derrière lui en tant que panafricaniste. Les Jos sont derrière lui en tant que panafricaniste. Maintenant, c'est aux Congolais de nous permettre de leur demander, financièrement, puisqu'ils sont patriotes et qu'ils veulent que le Congo s'en sorte, aider mon papa. Et même le fait qu'il n'ait pas suffisamment d'argent comme Mouzito, comme Katumbi et autres, c'est déjà un plus. Parce que s'il était venu avec le Congo est à vendre, les milliards qui ont été détournés, est-ce qu'il serait crédible? Eh bien, il est crédible parce que ce n'est pas un voyou, parce que ce n'est pas quelqu'un qui appartient à la mafia. La dernière question, c'est le pape qui vient. Mais le pape a parfaitement raison, puisque, d'abord, il faut saluer l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Avant le pape, les prêtres ont toujours dénoncé la gabegie organisée en République démocratique du Congo. Le pape ne fait que suivre ce que les autres font sur le terrain. Donc, nous comptons sur vous, d'une façon ou d'une autre, d'amplifier le message de mon papa. Homme nouveau, propre. Il a besoin d'argent, il en aura. Grâce à vous. Voilà. Oui, monsieur. Il faut juste signaler que le pape a rappelé aux Congolais l'hymne national des groupes congolais. Voilà dans son discours. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Bonjour, docteur. Hippolyte Detour pour Convergence, donc opérateur international entre l'Europe et l'Afrique. J'ai une question du coup sur l'économie et les énergies. Ouais. Le continent africain pourrait satisfaire près d'un quart de ses besoins énergétiques par l'utilisation d'énergie propre d'ici à 2030. Quelle serait votre politique sur l'énergie en quelques phrases? Comment vous la résumerez? Je vous remercie. Très bien. Ouais, merci beaucoup pour la question, c'est une question pertinente. C'est comme nous l'avons dit, le Congo est un pays solution, puisque tout le monde dit effectivement c'est un pays solution. Pourquoi? Puisque dans cette transition énergétique, vous savez très bien que nous avons de la matière.
Et nous avons des atouts et le potentiel pour aider non seulement l'Afrique, mais aider le monde entier. Donc, je pense qu'on vous a dit que le cobalt, nous renfermons plus de 80% de cobalt. Et ça, c'est la batterie. Et les voitures électriques, l'aéronautique et tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, donc par rapport à l'énergie, moi, ma politique sera, comme je l'ai dit, de réhabiliter d'abord l'énergie propre que nous avons, l'énergie hydroélectrique, par les barrages. Je vous informe que nous avons un grand barrage qui s'appelle Inga, et que ces barrages-là a jusqu'à 7 phases. Si on atteint les 7 phases avec des turbines, nous pouvons donner l'électricité jusqu'au Maroc et donner à toute l'Afrique. Rien qu'avec ces barrages-là, puisque nous avons le fleuve le plus régulier au monde, le fleuve Congo. Et ce fleuve Congo, les barrages est construit à l'embouchure du fleuve. Et ce fleuve ne connaît pas une baisse des débits, puisque quand il pleut à l'ouest, à l'est, ça pleut un peu, et vice-versa. Donc, du coup, nous avons toujours ces courants réguliers. Rien qu'avec ça, l'électricité hydroélectrique produite par les barrages est une électricité, une énergie propre. Deuxième, nous avons les lithium. On a des cobaltes et nous pouvons être et remplacer le PEP rien qu'avec 80%. L'ère du pétrole est en train de passer. Donc les Congos, c'est pourquoi les Congos se retrouvent encore dans un carrefour avec des enjeux géostratégiques. On dit nous avons des matières premières géostratégiques, stratégie militaire, stratégie énergétique. Donc nous avons encore les soleils. Chez nous, les soleils tapent à midi. Et quand j'étais jeune, si tu n'as pas de babouches, tu ne peux pas marcher pieds nus. Il fait très très chaud. Dehors, il fait 38 degrés. Et si vous marchez sur les sables, dès que vous arrivez chez vous, vous avez des ampoules. Et ici, j'ai jamais vu ce type de soleil, hein, et même pendant la canicule. Donc, nous avons, on peut faire de champs de photovoltaïque, des champs partout. Nous avons de l'espace. Deuxièmement, nous pouvons encore utiliser, en fait l'hydrogène. Et avec le barrage que nous avons, avec la pluviométrie et tout, nous avons beaucoup des sources d'hydrogène. Donc on peut encore travailler là-dessus. Et vous voyez que nous avons beaucoup de potentialités. Et le Congo va jouer un rôle très important dans l'avenir par rapport aux énergies renouvelables. Encore une autre question? Oui, madame. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je me présente, je suis avocate et je suis fondatrice de la fondation VELAB implantée en RDC. Ma question est de savoir, docteur Donat, vous venez de déclarer officiellement votre candidature à la présidence. Comment est-ce que la population congolaise, elle est tellement grande et le pays est vaste. Comment est-ce qu'ils sauront les bons programmes que vous avez écrits, comme vous venez de les dire, pas seulement pour 5 ans, mais pour plusieurs années? Moi, je connais, les autres connaissent. Il y a un problème au niveau du Congo. Déjà au niveau du périphérique de Kinshasa,
On a les problèmes d'électricité. Ça, on n'en parle même pas. Il y a d'autres personnes, ils n'ont pas l'Internet. Alors, comment est-ce qu'ils sauront? Et qu'est-ce que vous avez préconisé par rapport à ça? Parce qu'il faut que tout le peuple congolais connaisse votre programme. C'est un bon programme. C'est à ces moments-là, ils seront tous convaincus de voter massivement pour vous. Qu'est-ce que vous avez préconisé? C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup. Moi, je connais le problème de la communication au Congo et je connais le problème de l'Internet, de l'électricité et la difficulté que les gens ont pour accéder à l'information. Mais nous savons très bien que nous avons une radio qui est forte et c'est ce que nous appelons la radio trottoir. Nous l'utilisons, les Iraniens l'ont utilisée et cette radio est plus forte que l'Internet. Et chez nous, on dit Oyokia, Balobia, Balobia. Donc, Oyokia, Azakoya et Azalibo. Donc, ça passe des bouches à oreille. Et c'est plus rapide. Qu'est-ce que je fais? J'ai utilisé ce que nous appelons des team leaders. Nous avons dans notre plateforme Télématobikisa Congo des team leaders qui sont chaque groupe par la théorie des 12. Les 12 apôtres comme Jésus l'avait fait. Ils étaient 12 apôtres seulement. Et aujourd'hui, des bouches à oreille, il y a quand Paul et Pierre sont arrivés en Europe, où ils ont fait Saint-Pierre, donc il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de chaînes de communication comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de TikTok. Donc, et aujourd'hui, les catholiques sont des milliards. Donc, l'information de Jésus était rapportée comment? Jusqu'à chez nous. Comment ça a été rapporté? C'est des bouches à oreille. Il y a eu des prêtres qui sont venus, qui ont commencé à prêcher dans un village, et après, ça s'est répandu. Et les premiers, ils sont allés voir, ce sont des chefs de village. Dès qu'ils se sont répandus, tous les villages se répandent. Et c'est comme ça que ça passe. Mon papa est là. Moi, j'ai porté ma blouse pour faire la différence. Je ne suis pas en costard, puisque je travaille. Et là, je viens du boulot. Donc, je suis au poste. Et j'ai dit, mon pays brûle. Je ne peux pas continuer à exercer ici comme si de rien n'était. Donc, j'ai une solution, je vais proposer au peuple congolais, et quitte au peuple congolais de savoir juger les bons grains et savoir faire la différence. Et celui qui vient avec des milliards volés, qui leur donne des t-shirts avec 5000 francs congolais, et qui, pendant 5 ans, ne le voit pas, et ne fait rien pour eux. Et ils reviennent encore 5 ans après, toujours avec le même t-shirt. Il revient avec 5000 francs et vous donnez, et vos femmes sont retenues dans les maternités, elles ont accouché, et les enfants sont retenus en otage dans les maternités. C'est inacceptable. C'est grave. Il faut briser cette chaîne. Il faut avoir le courage de briser la chaîne. Ce n'est pas possible qu'on continue à traîner comme ça. Ne soyez pas réticents. Vous voyez que cette action va aller très loin, je suis sûr. Pourquoi? Puisque j'ai positionné ce qu'on appelle des leaders d'opinion et des leaders, des team leaders qui transmettent des bouches à oreille mon arrivée. Et je vous jure que ça va prendre. La mayonnaise va prendre, bien que les gens sont toujours réticents. On a toujours peur de l'inconnu. On a toujours peur par rapport à celui qui a l'argent et qui a volé l'argent et qui se croit plus grand. Mais c'est grave, moi j'ai des idées, j'ai un cerveau, et au lieu de voir que celui qui a des idées, celui qui a un cerveau qui peut développer votre pays, c'est lui le meilleur candidat.
que de voir celui qui va vous apporter de l'argent qui est volé, et vous pensez que quand il a volé, il ne va plus voler. Alors que vous savez bien que les gens sont... il y a des milliardaires qui continuent toujours à avoir des milliards. Donc, méfiez-vous. Et maintenant, je donne l'occasion au peuple congolais de découvrir une autre donc, des personnalités politiques à devenir, puisque moi, je fais une politique passive. Donc, j'ai soutenu, j'ai donné des mémorandums, j'ai écrit des livres que j'ai donnés aux politiciens, mais qui ne les ont pas exploités. Pourquoi ne passons-nous pas nous-mêmes devant pour appliquer nos programmes? Question que je me pose. Est-ce que c'est impossible que nous puissions nous-mêmes porter nos programmes? Ce n'est pas impossible. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit il faut oser. Et je suis de ceux-là qui croient fermement à son destin, et quelqu'un qui croit aussi au changement, et quelqu'un qui croit aussi à l'utopie. Puisque si le président Mitterrand, ici en France, avait eu peur des De Gaulle, qui était très populaire, s'il avait peur d'affronter le président De Gaulle, ben, je vous jure qu'il ne serait jamais président. Mais on l'a appelé force tranquille. Pourquoi? Puisqu'il est resté, il a maintenu sa ligne et il est devenu président. Il a même dirigé plus que De Gaulle pendant 14 ans. Donc, vous voyez, c'est que ne voyez pas les débuts aujourd'hui, mais voyez ce que je deviendrai demain. Merci. Attendez, avant de passer encore la question à Mme Dios, Madame l'avocate, nous étions samedi dernier à l'AGK. Elle est là, l'avocate? Oui. Nous étions samedi dernier avec les élus congolais de France, c'est-à-dire des Congolais qui sont nés ici et qui sont devenus des maires. J'ai même invité l'adjoint au maire de Savigny-le-Temple, je ne sais pas s'il est parti ou pas. Eh bien, Madame l'avocate, j'aurais aimé vous voir là-bas déjà. Ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous voulons, parce que nous avons acquis ici une certaine expérience. Nous sommes jeunes, nous sommes nés ici, nous sommes binationaux. Nous allons, cette fois-ci, nous investir, nous, dans l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Et quand j'ai dit que nous avons déjà un autre candidat, c'est pourquoi le machin est venu. L'adjoint au maire de Savigny-Temple était là tout à l'heure. C'est pourquoi il est venu. Donc, je demande à la jeunesse congolaise de soutenir mon papa. Et j'ai ici un jeune qui a vu taper Capidomba, comment il s'appelle, tous ces artistes que tu as aidés, toi. Oui. Les grands artistes, lui, lève-toi, on te serre la main. Voilà un garçon qui a soutenu Papa Wemba et beaucoup d'autres. Bon, c'est ce jeune homme qui fait l'honneur à la République démocratique du Congo pour venir ici. Mais c'est déjà un plus. Lui, il va aller voir tous ces grands artistes en disant, mais écoutez, nous avons un candidat. C'est comme ça que ça se passe. Il faut l'aider aussi financièrement. Donc, je compte sur vous. N'ayez pas peur d'affronter la mafia. Voilà. Merci beaucoup, messieurs les doyens. Je dirais, bien évidemment, pour enchérir, que, bien sûr, le Congo a besoin d'un sang nouveau. Et que nous n'ayons pas l'argent. Ben, je vous dis qu'aujourd'hui, si un Congolais donne $1, nous sommes 110 millions. Nous pouvons avoir plus de millions pour libérer notre pays. Donc, aidez-moi à aider le Congo, à libérer le Congo. J'ai dit, je vous remercie. Très bien, je vous remercie. Dr Joyce Soto, architecte, polytechnicienne.
et donc communicante également reliée à l'Union internationale des journalistes africains. Voilà. Eh bien, je vous remercie et vous félicite, docteur Donat. Et je remercie aussi l'interlocuteur de tout à l'heure, parce que ce que je vais dire tourne un peu autour de l'humain. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la candidature du docteur Donat, et je le dis parce que je suis aussi leader politique, est un défi en termes de technocrates. On parle beaucoup, tout le monde a parlé des politiciens, mais en fait, les technocrates africains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent en termes d'intelligence? Le Congo, vous l'avez dit tout à l'heure, est un énorme bassin, une énorme référence en termes d'industrie culturelle. Mais l'industrie culturelle, qu'est-ce qu'il y a derrière l'industrie culturelle? Il y a tout ce qui a trait aux technologies. Il y a les industries à proprement parler. Il y a les ingénieries, par exemple le car design, ship design, le bâtiment, etc. En fait, si on ne regarde pas simplement à l'industrie culturelle, c'est-à-dire que les grands artistes, ils habitent des palaces, ils se déplacent, ils mangent, ils téléphonent, etc. Vous voyez? Ça veut dire que l'Afrique a rendez-vous avec l'industrie, avec les industries. Moi, je pense que c'est une petite erreur de parler simplement du sous-sol. Il y a toutes les ingénieries. Et nous voyons aussi que le docteur Donat, c'est un médecin. Alors, quel est un des tendons d'Achille les plus gros, en fait, de l'Afrique? C'est la médecine. Vous vous rendez compte que pendant les pandémies, le monde, en fait, était affaissé. Mais l'Afrique ne l'a pas été. Et on a oublié de dire que les premiers médecins africains venaient de là. Et, ils ont travaillé, ils maîtrisaient Harvard, en fait, toutes les grands hôpitaux, les grands centres internationaux médicaux de la planète. C'est donc dire que les médecins n'ont pas été là pendant les pandémies. Et peut-être que, pour ceux qui sont croyants, le ciel donc nous ouvre un pan par rapport au docteur Donat en disant « Cher docteur, cher stratège, la balle est dans votre camp. » Je pense que c'est ça. Et puis ces génocides dont on parle, le docteur Mukwege que vous avez présenté, il s'agit pas simplement des hôpitaux, mais des femmes également, du leadership féminin. C'est donc dire qu'avec 3 leviers, les industries, dont l'industrie culturelle, les femmes, genre, à santé publique, moi je pense que pour ce qu'on a appelé les pays intelligents, les villes intelligentes, en termes pas simplement de smart city, mais en fait de smart countries, la balle aujourd'hui est dans le camp des Africains technocrates. Tout le monde parle d'investir en Afrique, mais investir en Afrique, qu'est-ce que c'est? Alors les éléments de contre-pouvoir politique sont là. Il n'y a pas que la politique politicienne. Alors aujourd'hui, je vais terminer en disant que chiche alors pour nous de pouvoir parler d'une révolution panafricaine. En se disant que, et si l'Afrique, aujourd'hui on a beaucoup parlé de l'Afrique du Sud, et si justement le Congo, eu égard à ces 12 mois pour une campagne, c'est long, et si le Congo devenait enfin ce poumon international par rapport à la francophonie. Donc pour moi, docteur Donat, et l'auditoire, la question est d'abord, relève d'abord des technocrates. Je vous remercie. Je crois qu'il faut répondre d'abord à ces 2 questions. Docteur. Il n'y a plus de questions. Bon, ben, on a suivi le docteur Donat Mopapa qui vient de se jeter dans le bain. En français, on dit qu'il ne risque rien à rien. Et il a pris un risque. C'est un homme courageux. Ben, il va se battre et aller jusqu'au bout. Il a tout expliqué. Vous verrez dans les prospectus que vous aurez, les numéros de téléphone, les adresses mail, tout ce qu'il faut pour entrer en contact avec lui. N'hésitez pas à les contacter et puis à chercher à en savoir encore un peu plus. Les chemins longs, nous ne sommes qu'au mois de février et les élections probablement vers la fin de l'année. Les chemins longs et beaucoup d'eau coulera sûrement sous le pont. Et on va observer la situation. Mais quoi qu'il arrive, pour le bonheur des Congolais, pour le bonheur des Africains et pour le bonheur de l'humanité, il faut que la République démocratique du Congo s'en sorte. Et les combats qui se déroulent au Congo, ce n'est pas une affaire des Congolais, c'est une affaire de tous les Africains. Ces pays jouent le rôle des digues. Les combats de certains intérêts internationaux
se joue au Congo. Et c'est un pays qui joue le rôle des digues. Si la digue saute, c'est toute l'Afrique qui est inondée. Que les autres Africains qui nous suivent évitent de regarder le Congo avec condescendance. Les Congolais sont tout simplement au front. Et la bataille est panafricaine. Les Congolais sont tout simplement au front. Merci au docteur Donat Moupapa de nous avoir réunis aujourd'hui ici et de nous avoir donné de la matière. À part les livres de 220 pages qu'on va relire, on va lire ces fascicules et relire ces prospectus. Et cela nous amènera à réfléchir sur notre pays. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur différentes chaînes. C'était une réaction, en fait. Il faut qu'il réponde, de dire non et qu'il répond. Il a posé une question, elle a posé des questions, et après on clôture. Ben, c'était juste des réactions. Si vous avez une réaction... Ah oui, il faut répondre. C'était pas des questions, c'était... Ce n'était pas des questions, c'était une contribution par rapport à la question de notre compatriote Papi Guéné qui a dit effectivement tu peux gagner aux élections mais tu ne vas pas diriger. Mais je dis toujours il faut oser, Papi Guéné, et comme venait d'expliquer mon ami Patrick, donc il faut savoir simplement que les choses évoluent et les mondes évoluent. Donc, ne soyez pas réticents, n'ayez pas peur de oser, hein, puisque vous croyez qu'il y a des crocodiles et vous n'apprenez pas à nager et vous refusez d'aller vous laver. Donc, moi, je ne crains pas la mort. J'ai affronté Ebola à Kikwit et j'étais dans une salle qu'on appelait quarantaine. Et ça, c'est pour vous rappeler, en fait, ce que moi je suis. Je n'ai pas peur de la mort. Et je n'ai pas peur, je vous ai dit que je suis utopiste. Je fonce même là où il n'y a pas de solution. Et généralement, je trouve la solution. Voilà, donc je vais trouver la solution pour les Congo et je vais voir ces gens-là, hein, qui bloquent et je vais voir comment ils vont me bloquer. Merci beaucoup. J'ajoute, monsieur, quand Laurent Désiré Kabila est venu, on lui a dit que le Fonds monétaire international, la Banque internationale sont les pires ennemis, je dis bien Laurent Désiré Kabila, et qu'il fallait, dès que, puisqu'il venait de prendre le pouvoir, repenser les rapports économiques et financiers avec ces deux caïmans. Sinon, Laurent Désiré Kabila, vous allez vous faire avaler et avec votre pays. Et alors, ce qu'on lui a conseillé, pour repenser les rapports économiques et financiers avec ces grandes institutions, vous vous entourez de cadres valables, vous vous entourez de bons gestionnaires, vous vous entourez de gens qui savent lire un dossier. Et ce qu'on avait demandé à Laurent Désiré Kabila, il ne l'a pas appliqué et il a perdu. Lui, c'est ce que nous allons lui dire. Dès que vous prenez le pouvoir, les meilleurs cadres, les gestionnaires, les techniciens, les cadres congolais qui sont aux États-Unis, qui sont en Allemagne, qui sont en France, vous les appelez tout de suite pour ne pas vous faire avaler par ces institutions internationales. Maintenant, Joss a raison quand elle dit que non seulement il faut des technocrates, et c'est ce qu'il faut dire aux Africains. Nous avons trop chanté et trop dansé. Il nous faut maintenant des chèques en job, c'est-à-dire des gens qui sont des gestionnaires, des inventeurs, des scientifiques. Et c'est ce que je dis à mon papa, si tu prends le pouvoir, nous ne te laisserons pas faire n'importe quoi. Donc, les techniciens, des écoles pour former les ingénieurs, pour former des médecins, dès qu'il prendra le pouvoir, ce sera d'abord l'un des premiers rôles. Il faut donc l'appuyer et faire en sorte que ce que nous disons ici, qu'on puisse l'appliquer. Voilà, mes chers amis. Moubaba, président Ngueta. Ngueta. Et nous vous remercions. Et nous vous remercions d'être venus. Et à bientôt pour aller célébrer la victoire de Moupapa à Kinshasa. Ngueta.